Alors, on y va. Donc, premier chapitre. Chapitre 1. Espace probabilisé. Donc espace, vous voyez ce que c'est, un espace. Vous avez déjà vu des espaces vectoriels, vous avez déjà vu des espaces tangents, vous avez déjà vu des espaces de fonctions. Ici, on va équiper des espaces de mesure de probabilité. Section 1.1, on va parler d'expérience aléatoire, d'univers et d'événements. Ça va mon écriture, c'est pas trop dur? Donc première définition. Je vais essayer de bien garder ma numérotation de définition. Une expérience aléatoire, aussi appelée expérience fortuite. Pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme AKA, ça veut dire Also Known As, aussi connu comme. C'est quoi une expérience aléatoire? C'est une expérience... Attention, cette définition va vous scotcher. C'est une expérience dont on ne peut prédire l'issue avec certitude. Donc c'est une expérience qui donne lieu à des issues. Vous connaissez le type d'issue que vous pouvez avoir, mais vous ne savez pas exactement sur laquelle vous allez tomber. On va faire plusieurs exemples. Les numérotations de l'exemple vont revenir un peu tout le temps dans ce chapitre. Donc exemple 1.2, en fait ça sert à rien ce truc là. Je vais enlever ça. Exemple 1.2. On pourrait imaginer l'expérience. Qu'est-ce que je vais faire comme forme? Je vais faire une petite boule. Est-ce que j'enregistre? Oui. Donc on pourrait imaginer l'expérience E1 qui serait d'interroger quelqu'un sur ses intentions de vote. Par exemple en Belgique. Une autre expérience aléatoire, E2. Une autre expérience aléatoire, ce serait de lancer un dé et observer ou enregistrer le résultat. L'expérience E3, ce serait de lancer 2 dés différents et enregistrer les résultats. On pourrait aussi imaginer l'expérience qui est similaire mais quand même fort différente. C'est de lancer 2 dés identiques. L'expérience E4,
c'est de lancer un dé n fois, avec n un nombre naturel quelconque, non nul, et enregistrer les résultats. Donc, et enregistrer les résultats, mais dans l'ordre. Donc, résultat du premier lancé, résultat du second lancé, résultat du troisième lancé, et ainsi de suite jusqu'au nème. Une autre expérience, ce serait de lancer un dé n fois, ou nd, et enregistrer, attention maintenant cette fois-ci on n'enregistre pas toute l'information, on enregistre uniquement la somme des résultats. Donc ici on n'a plus besoin de retenir beaucoup d'informations, on a juste besoin de retenir la somme des résultats des différents résultats. Alors, sixième expérience, ce serait de lancer une pièce de monnaie autant de fois que nécessaire jusqu'à observer un pile. Alors je ne sais pas si vous voyez le shift conceptuel qu'on vient de faire. Dans toutes ces expériences-ci, on avait un nombre fini d'issues possibles. C'était borné. Ça pouvait être très grand, mais si n vaut 1000, on allait jusqu'à 1000. Mais ici, il n'y a plus de limite, parce qu'on doit lancer jusqu'à ce qu'on voit un pile. Combien de fois est-ce qu'on va devoir lancer ? Probablement pas beaucoup. Mais il n'est pas impossible qu'on doive lancer 600 000 fois. C'est très peu probable. On pourrait imaginer lancer 600 000 fois, ou même 1 million, ou même 1 milliard. Donc on a une expérience maintenant ici qui a un nombre de valeurs qui donne des issues, qui donne une infinité d'issues possibles. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. L'expérience E7, ce serait de mesurer le temps d'attente. Vous voyez peut-être plus que c'est un bus, vu que vous êtes tous confinés chez vous, mais on pourrait imaginer mesurer le temps d'attente d'un bus. C'est le 71, non ? Avec une précision infinie. On pourrait imaginer aussi l'expérience E7 tilde, qui serait de mesurer le temps d'attente du bus 71, mais en heures, minutes, secondes. Et le dernier que je vais utiliser, ce serait de regarder de mesurer la température à Uccle le 4 février en degrés Celsius. Avec une précision infinie. Ok ? Alors, toutes ces expériences sont différentes et elles sont toutes aléatoires, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est... On commet une action... On effectue une action qui va donner naissance à une issue claire. On sait quel type d'issue on aura, mais on ne sait pas quelle issue on aura. On ne sait pas quelle température il fera, on sait qu'il fera grosso modo aux alentours de 0 degré, mais on ne sait pas exactement combien il fera. On sait qu'on attendra grosso modo 5 minutes pour le bus, mais on ne sait pas exactement combien, et ainsi de suite. Et donc, chacune de ces expériences, donc ce sont toutes des expériences aléatoires, et chacune de ces expériences donne naissance, définition 1.3, chacune de ces expériences donne naissance à un univers. Donc, l'univers, je vais peut-être souligner, une expérience aléatoire. L'univers, en fait c'est bizarrement écrit dans ma définition, parce que c'est plutôt...
Moi, je vais plutôt utiliser la terminologie espace fondamental. Mais c'est joliment dit quand on dit l'univers. Les Français disent l'univers, j'aime bien, c'est joli. Et on dit aussi, et je crois que moi je dirais aussi souvent, ensemble fondamental. Donc l'ensemble fondamental associé à ou l'univers d'une expérience aléatoire, bah c'est quoi? Bah c'est l'ensemble, et en tradition judéo-chrétienne on le note oméga, de toutes les issues ou de tous les résultats possibles. Un élément oméga de oméga est appelé trivialement, hein, c'est un résultat de l'expérience. De l'expérience. Alors, petite remarque, il y a très souvent, mais peut-être pas tellement moi cette année-ci, mais très souvent plus tard, dans d'autres cours, on parlera de petit oméga. Et donc, en langage probabiliste, quand on parle d'un petit oméga, on parle d'une issue possible d'une expérience, une seule. Et donc c'est un peu comme on dit un petit epsilon en analyse, un petit epsilon c'est une petite quantité, c'est un chouïa. Un petit oméga c'est une issue possible. Alors je crois que je suis pas très malin, je suis en train de perdre beaucoup de place, donc je vais voilà, je vais gagner un peu de place, parce que c'est idiot ce que je fais là. Donc je fais juste un peu je mets un peu d'ordre. Voilà. Voilà, c'est juste, je mets un peu d'ordre. Parce qu'après vous allez peut-être imprimer ceci. Donc autant ne pas trop gaspiller de papier. Voilà. Alors maintenant évidemment vous voyez où je vais en venir, je vais vous faire des différents exemples. Donc exemple 1.4. Alors si je reprends mes constructions ici, l'exemple l'expérience E1 c'était interroger quelqu'un sur ses intentions de vote. L'espace associé à E1 l'espace associé... Ah pardon, Benoît. Oui, les différents résultats, ce sont des petits oméga. Donc je vais rendre ça plus clair maintenant ici, enfin j'espère. Donc l'espace fondamental, l'ensemble fondamental ou l'univers associé à l'expérience 1, qui était d'interroger quelqu'un sur ses intentions de vote, je vais peut-être quand même rajouter en Wallonie. En Fédération Wallonie-Bruxelles. Quels sont les résultats possibles? Il n'y a pas 1000 choix. Il y a certains... Voilà, ce sont des acronymes en fait. Hein. On a une expérience qui donne naissance à... je sais plus si c'est un C majuscule ou un... Je sais plus si c'est majuscule ou minuscule. Je crois que j'ai tout dit quand j'ai ceci. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà. J'ai retenu les principaux. Donc MR, PS, CDH, PTB, écolo, défi. Quand on interroge quelqu'un, ces intentions de vote, ce sera un de ces acronymes-ci. Donc on a une expérience aléatoire dont les issues sont des acronymes. On ne peut pas les additionner, on ne peut pas faire la moyenne, c'est quelque chose.
un exemple de résultat. Bah, c'est oméga qui vaudrait, je sais pas moi, PTB. Vous avez quelqu'un qui vous interrogez quelqu'un, vous dites tiens, toi tu vas voter pour qui? Et il vous répond je vais voter PTB. Bah donc ça vous donne une issue possible. Libre à vous après d'interpréter la signification de ce résultat. Alors dans mon expérience numéro 2, on lance un dé et on observe le résultat. Bah ça, on est plutôt dans un cadre auquel vous êtes habitué. C'est un dé, bah évidemment, il faudrait que je précise ma question. Un dé, je vais rajouter une information ici, c'est que c'est un dé classique. Parce qu'évidemment, il y a 1000 types de dés différents. Et donc si on lance un dé classique, c'est un dé à 6 faces. Donc les issues possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Je sais pas si je dois enfin, voilà, je vais pas écrire un exemple de résultat. Un exemple de résultat, ce serait oméga égale 4. On obtient 4. Ça va, vous suivez toujours? Bon, c'est peut-être un peu ennuyeux en fait ici pour l'instant. Vous inquiétez pas, ça va se compliquer. L'exemple numéro 3, on lance 2 dés différents et on obtient les résultats et on enregistre les résultats. Alors là, c'est quoi l'ensemble des issues possibles? On a 2 dés différents, on a le dé rouge et le dé bleu, disons. Et donc les résultats, ce sera quoi? Ce sera un ensemble qui peut peut-être s'écrire plus agréablement sous forme de tableau. Le D1 rang 1, le D2 rang 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Donc ça vous donne une matrice de résultats? Un truc comme ça vous semble clair, ceci? Comme ça? Ça, c'est vos 2 dés différents. Il y a donc 36 issues différentes possibles. Ce sont des issues qui se baladent dans un... Il y a quelqu'un qui a une question? Non. Ce sont des issues qui se baladent dans un quadrillage du plan de Z croix Z. Et peut-être c'est plus efficace d'écrire ceci comme ceci. 1, 2 jusqu'à 6 au carré. Comme ça. Alors on pourrait aussi... qu'est-ce qui se passe si nos dés sont identiques? Donc si nos dés sont identiques, c'est plus le même espace. Oméga 3 tilde. Si nos dés sont identiques, ça veut dire qu'on ne retient pas quel dé a donné naissance à quel résultat en premier. On retient juste les résultats. Et donc on aura le résultat 1, 1. On aura le résultat 1, 2. On aura le résultat 1, 3 jusqu'à 1, 6. Mais attention, j'ai mis des accolades pour indiquer que je ne retiens pas l'ordre dans lequel ça va. Il y a eu 1, 1 et 1, 6. On aura aussi le résultat 2, 2 jusqu'à 2, 6. Et ça continuera jusqu'à, comme ceci, en fait en tableau triangulaire, jusqu'à 6, 6. Vous voyez ça? Vous voyez la différence entre 2 dés identiques et 2 dés différents? Donc Simone, si tu as 2 dés différents, je ne peux pas illustrer, je vais bouger les mains, ça sert à rien. Tu lances 2 différents, tu as un dé rouge et un dé bleu. Quand tu regardes le résultat, tu retiens que le dé rouge a rendu 5 et le dé bleu a rendu 6. C'est pas la même chose que si le dé rouge rend 6 et le dé bleu rend 5. Ce sont 2 informations différentes. Si maintenant tu lances tes dés, ce sont 2 dés blancs, tu les lances, puis après tu regardes. Bah, que ce soit le premier ou le deuxième qui est rendu 5 ou 6 n'a aucune importance. Tout ce que tu retiens, c'est que tu as un 5 et un 6. Et donc, dans mon tableau ici, ce résultat-là et celui-là, en fait, c'est le même quand les 2 dés sont identiques. Ça donne juste le couple 1-2. Et donc, j'ai moins d'issues possibles ici qu'ici. Là, j'en ai 36. Et ici, j'en ai... Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de combien de résultats j'ai ici. Sinon, vous faites le calcul. C'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Ça fait combien? 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. 21, oui, Kylian. Vous devez savoir, c'est une des formules que vous devez avoir quelque part dans votre tête. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, c'est... Oui, c'est pas ça que j'avais en tête. Vous connaissez pas la formule des sommes des n premiers entiers? Si, hein. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 sur 2. Ça vous dit quelque chose? Vous n'avez pas l'air hyper enthousiaste. Bref. Tout le monde suit? Ok. Donc, oméga 4, c'était comme l'expérience numéro 4. On lance un dé
n fois et on observe les résultats. Donc on lance un dé n fois, c'est-à-dire qu'on retient tout. C'est-à-dire qu'on va avoir quoi? On va avoir un tableau extrêmement gigantesque. Donc on va avoir tous les résultats sont 1. Un des résultats vaut 2. Voilà, c'est très 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 long. Jusqu'à tous les résultats sont 6. En fait, je peux peut-être écrire ça de manière plus efficace sous la forme 1. Pardon, oui, c'est ça. 1, 2 jusqu'à 6 à la puissance n. Donc si on lance le dé 5 fois, ben on va devoir avoir 1, 2, 1, 1, 1, ou alors 2, 1, 1, 1, ou alors 1, 1, 2, 1, 1, etc. Donc on a combien d'issues possibles il y a combien d'issues possibles si on est dans ce cadre-ci? Il y a combien d'éléments dans cet espace-là, dans cette suite ici? Quelqu'un a une idée? Donc quand on est avec 2, c'était où? C'était ici. On avait 36 résultats possibles. Si on en avait 3, bon, on aurait 1, 1. En fait, on aurait encore, quelque part, on aurait une dimension derrière dans notre tableau. Donc on aurait combien de résultats? On aurait 6 fois 6 fois 6. Je sais pas ce que ça vaut. Exactement, Kylian. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir... si je prends Aaron Alain, je suis d'accord avec toi. Si je prends un peu d'avance sur ce qu'on fera au chapitre 2, bon, on a 6 résultats possibles pour la première position, on a 6 résultats possibles pour la seconde position. En fait, on a 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6, n fois. Et donc on a 6 puissance n issues possibles pour notre expérience. Tu veux toujours? Ok. On réécrira tout ça proprement. Oui, Kylian, ce sont des combinatoires, ça. Des combinatoires de base, mais c'est... Bon, on fera ça proprement au chapitre 2. C'est le sujet du chapitre 2. Dans mon expérience numéro 5, c'était quoi l'expérience numéro 5? Lancer ND et observer la somme des résultats. Ah, ça c'est chouette ça. Si on lance ND et on observe la somme, quels seront les résultats possibles? Je vous laisse réfléchir dans votre tête. Alors typiquement, si vous êtes perdu avec le... Moi je suis malin comme un koala, c'est-à-dire pas du tout. N ça me perturbe, donc je prends des exemples. Je prends N égale 4. Si j'ai 4 dés et que j'observe la somme, alors typiquement ce que je fais, c'est que je prends toujours les valeurs extrêmes pour commencer. C'est-à-dire, quelle serait la plus petite valeur possible, quelle serait la plus grande valeur possible. Je lance mon dé 4 fois. Quelle est la plus petite valeur possible que je peux avoir? 4. Si je lance mon dé N fois, quelle est la plus petite valeur possible que je puisse avoir? N. Myriam, je suis d'accord avec toi. Donc la plus petite valeur possible, c'est N. Ensuite, je pourrais avoir... est-ce que je peux avoir N plus 1? Bah oui. Je peux avoir N plus 1, N plus 2, jusqu'à... je crois que je me trompe pas en disant que je peux avoir toutes les valeurs entières jusqu'à 6N. Jusqu'à 6N. Ça va tout le monde, ça? Donc ceux qui n'ont pas mis leur caméra, qui sont en mode pyjama dans leur lit, n'hésitez pas à lever la main. Il y a moyen de lever la main sans problème, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, bah oui, je m'adresserai principalement à ceux qui ont mis leur caméra. Tout le monde suit jusqu'ici? Alors, ici, il faut quand même bien s'assurer dans sa tête qu'on sait bien obtenir n, tous les nombres, qu'il n'y a pas des... On pourrait imaginer qu'il y ait des nombres qu'on ne puisse pas avoir. Mais je crois qu'il n'y a pas de souci pour avoir n plus 1, mais j'ai qu'à avoir n moins 1 fois 1 et 1 fois 2. Et donc je peux avoir n plus 1. Donc je crois qu'il n'y a pas de souci, je crois que je peux avoir tout le monde entre n et 6n. Alors, mon oméga 6, c'est chouette pour l'instant. Mon oméga 6, je lance une pièce de monnaie autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir pile. Alors là, c'est peut-être encore plus bizarre. C'est quoi lancer qu'est-ce qu'on retient quand on fait l'expérience? On lance la pièce. Qu'est-ce qu'il est possible d'avoir? Il est possible qu'au premier tour, on ait pile. Et là, ça, c'est le résultat. J'ai pile. Paf, c'est fini. On pourrait aussi avoir d'abord un face et puis pile. On pourrait aussi avoir face, face et puis pile. On pourrait aussi avoir face, face, face et puis pile. Enfin, vous avez compris le principe, quoi. Et est-ce que ça s'arrête? Vous allez dire, bah oui, ça s'arrête. Bah non, ça s'arrête pas. Parce que si ta pièce, elle a une chance sur 10 milliards de donner pile et le reste de donner face, bah tu pourras avoir 100 000 milliards de face et puis un pile.
C'est clair qu'il y a un moment, c'est clair qu'on va jamais avoir l'infini, mais il y a pas de, c'est un espace non borné. Il y a un nombre infini de valeurs différentes. Suivez toujours? Et ça, c'est l'infini que vous connaissez, je crois que vous avez vu son analyse déjà, c'est l'infini du discret, du dénombrable. Ça vous dit des choses, dénombrable? Si pas, c'est pas grave, on fera ça au chapitre 2. Mais il y a un autre infini qui est un peu plus perturbant, mais en fait plus simple. C'est l'infini suivant, donc on mesure le temps d'attente du bus. Le temps d'attente du bus, c'est quoi? C'est un nombre positif. C'est quoi? Comme j'ai une précision potentiellement infinie, je vais voir de 0 à plus l'infini. Je pourrais attendre un temps infini, mais tous les nombres réels sont admissibles comme temps d'attente. Donc ça, je peux aussi l'écrire comme R+. Comme R, oui, R+. Est-ce que 0 est inclus? Je suppose que 0 est inclus. Ah, et petite remarque, peut-être, je ne sais pas si vos autres profs vous ont habitué à ça. Je le mets en vert. Moi, quand j'écris A, B, c'est probablement ce que vous avez l'habitude d'écrire sous la forme A, B, crochet ouvert, crochet ouvert. Alors moi, j'ai l'habitude internationale d'utiliser les parenthèses plutôt que les crochets ouverts. Voilà. Il fut un temps où j'essayais de me souvenir d'utiliser des crochets, mais j'oublierai, donc ça sert à rien, ça sera incohérent. Donc je vais systématiquement utiliser les parenthèses pour indiquer un crochet ouvert. Ça va? Donc ici, j'ai quoi? J'ai une infinité de résultats possibles qui sont... C'est un infini différent de cet infini-ci, c'est l'infini du continu. On en reparlera un peu plus tard. Alors mon oméga 7 tilde. Donc là, on mesure le temps d'attente en heures, minutes, secondes. C'est quoi l'espace des valeurs possibles? Je vous laisse réfléchir un peu. Donc c'est en heures, minutes, secondes. Donc les heures, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est l'ensemble des nombres naturels. Oui. Les minutes, c'est entre 0 et 59. Et les secondes, c'est entre 0 et 59. Donc ici maintenant, c'est un espace avec une infinité de valeurs différentes possibles, mais en plus, ça se balade quelque part en 3 dimensions. Il y a 3 dimensions. Il y a la dimension heure, il y a la dimension minute et la dimension seconde. Suivez toujours? Ok. Et le dernier, oméga 8, c'est on mesure la température. Alors si je ne me suis pas trompé dans mes notes, mais c'est vous qui êtes encore aux études, donc vous devez vous souvenir, c'est que il y a une température minimale qui est le zéro absolu, qui est de moins 273,15 degrés Celsius. Et il n'y a pas de température maximale, donc ça va jusqu'à plus l'infini. Ok? Tout le monde suit? Tout le monde est content? Ceux que je ne vois pas aussi, je suppose que vous acquiescez. Alors, remarquons quand même que oméga j pour j qui va de 1 jusqu'à 5 sont des espaces de cardinalité. Ne vous inquiétez pas, je redéfinirai ce mot plus tard proprement. Pour l'instant, je vais juste l'utiliser déjà. Mais donc j'ai l'impression que vous n'avez pas encore vu. Donc de cardinalité finie. Donc ça veut dire quoi de cardinalité finie? Ça veut dire donc ici de nouveau un autre acronyme que j'utilise très souvent. IE, ça veut dire c'est-à-dire. Voilà, Lucas, merci. Donc vous avez vu la cardinalité, ça va me simplifier la vie. F102, c'est quoi? Oui, c'est ça, Kylian, exactement. La cardinalité, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble. Donc la cardinalité d'un ensemble, c'est vous mettez votre ensemble en bijection avec un autre, avec une partie de n, et ça vous... Bon, alors c'est nickel, ça va me faciliter la vie de savoir que vous l'avez vu. Et donc, ce sont des espaces des cardinalités finies, c'est-à-dire qu'il y a un nombre... Ils contiennent un nombre fini d'éléments. Oméga 6, oméga 7 tilde
sont des espaces de cardinalité infinis, mais infinis dénombrables. Ok, vous avez déjà, donc vous n'avez pas vu le dénombrable, si? Si, vous avez vu. Donc dénombrable, ça veut dire quoi? C'est que c'est en bijection avec les naturels. C'est-à-dire qu'on peut les énumérer. Et oméga 7, oméga 8 sont infinis indénombrables. Jusqu'ici, tout est clair pour tout le monde? Alors, le but des probas, c'est d'assigner des probabilités, logique, et donc d'assigner des nombres entre 0 et 1 des événements qui vont être tirés d'expériences qui peuvent avoir des issues de nature terriblement différentes. Ça peut être des entiers, ça peut être... Alors le pire du pire dans tout cela, ça va peut-être pas vous paraître clair, mais en fait c'est le pire, c'est celui-ci. Ça, ce sont des expériences vraiment pourries, parce que ce n'est pas ordonné, il n'y a pas moyen d'assigner... On ne peut pas dire ça c'est 1, 2, 3, 4, il n'y a pas d'ordre naturel, donc ce sont des espaces qualitatifs... voilà, on ne sait rien faire avec ça, donc ça, nous, on va jamais travailler avec cela. Parce qu'on ne sait rien en faire. Mathématiquement, c'est pas intéressant. Enfin, si, c'est fascinant, mais ce sont des mathématiques très avancées pour pouvoir comprendre des trucs, pour pouvoir faire des stats propres avec des ensembles comme ceci, c'est compliqué. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise quand c'est des nombres. Des nombres, des paires de nombres, voilà. Ça, c'est beaucoup plus sympathique. Vous verrez plus tard qu'on peut aussi avoir des expériences aléatoires qui donnent issue à qui ont des issues de... Pardon, dont les issues sont des fonctions. Et ça, on en reparlera un peu plus tard. Alors, donc je vais peut-être mettre une petite... voilà, je mets ça pour marquer que c'est la fin de mon exemple. Je vais essayer de faire ça à chaque fois, tiens. Voilà. Alors, on peut penser à une expérience aléatoire comme étant... Alors, est-ce que c'est bien dit ça? Non, j'ai mieux. On peut assimiler une expérience aléatoire à l'acte de choisir un oméga dans oméga au hasard. Donc vous attendez votre bus, vous allez piocher au hasard un nombre entre 0 et plus l'infini. Ou alors vous allez piocher au hasard un certain nombre d'heures, un certain nombre de minutes, un certain nombre de secondes. Vous lancez vos dés, vous regardez la somme, c'est choisir au hasard un nombre entre n et 6n. D'accord? Mais au hasard, ça veut dire quoi? Ici, c'est simple. Donc là, je ne sais pas si vous allez suivre. Je vais le faire lentement. Ici, on sait, c'est peut-être compliqué à calculer, mais quelles sont mes chances de tomber sur n? Pour que je tombe sur n, il faut que tous mes dés donnent 1. Pour que tous mes dés donnent 1, j'ai une chance sur 6. Et donc j'ai une chance sur 6 puissance n, je dis peut-être une bêtise, de tomber sur celui-ci. Donc ici, le hasard, il est clair. C'est le hasard lié à mon expérience lancée de dés. Vous suivez ça? Ici, quelles sont les chances de tomber sur celui-ci? Mais quelque part aussi, c'est clair. C'est la probabilité de tomber sur face 3 fois, et puis une fois sur pile. Donc c'est lié à la structure de la pièce. Si la pièce a une chance sur 2 de donner pile et une chance sur 2 de donner face, ça va être 1 sur 2 puissance 4, si je ne me trompe pas. Suivez toujours? Ici, quelles sont les chances de tomber sur je sais pas moi, 5 minutes? Ça dépend du bus. Oui, ça dépend de comment les bus sont, ça dépend du trafic, ça dépend de la position. Ici, le hasard, il est beaucoup moins clair. Il est même vraiment pas clair du tout. Pour mes températures, ça dépend de où se trouve ma station, ça dépend de... Voilà. Donc, ça veut dire quoi au hasard? Au hasard, c'est flou, en fait. C'est juste archi flou. Donc, nous allons devoir préciser le sens de ce qu'on appelle Pardon, en fait, j'ai mal mis mes guillemets. Je les ai mis là, mais j'aurais dû mettre ça ici. On va préciser le sens de ce que veut dire au hasard. Alors, je reviens à mon expérience du bus.
Quelles sont les chances que je doive attendre 5 minutes 3 secondes? Non, je vais plutôt faire ça ici. Quelles sont les chances que je doive attendre 5 minutes 3 secondes et 59... je recommence. 5 heures 3 secondes et 59 centièmes de seconde. Okay. Si je reviens ici, dans mon dé, quelles sont les chances que je doive tomber, que je tombe sur 4? Une chance sur 6. D'accord? Je reviens ici, dans celui-là. Imaginons que n vaut 100 000. Quelles sont les chances que je tombe sur n tout pile? 1 demi puissance 100 000, c'est presque 0, quoi. Maintenant ici, quelles sont les chances que... je vais prendre une température. Quelles sont les chances que ma température vale pi? Pile pi, avec toutes les décimales. Il n'y a pas vraiment de chance dessus. Exactement. Il n'y a pas de chance. C'est absurde comme question. On ne va pas s'intéresser à est-ce que la valeur est pi ou est-ce que c'est pi avec la quatrième décimale qui est remplacée par 7. C'est pas ça qui va nous intéresser. Donc souvent, on ne s'intéresse pas à des issues spécifiques. Si vous vous mettez à la place d'un assureur, oui Myriam, 0 c'est ça. Un assureur, il s'en fout si l'accident va coûter 1 milliard ou 1 milliard 100. C'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que l'accident va coûter plus qu'un milliard ou moins qu'un milliard. Si c'est moins qu'un milliard, il a suffisamment de fonds propres pour pouvoir gérer. Si c'est plus qu'un milliard, il est dans les ennuis. Donc souvent, on ne s'intéresse pas à des issues spécifiques, et donc à des petits oméga, mais plutôt à des sous-ensembles. En l'occurrence de résultats appartenant à des sous-ensembles de votre espace oméga. Je reviens dans mes exemples. Donc c'était exemple 1.4, donc exemple 1.5. Si je reprends l'exemple du bus, donc c'était quoi le bus? C'était oméga 7. Donc imaginez que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est un cinéma. Donc imaginez que vous devez aller au cinéma voir un film avec des gens dans une salle et vous attendez votre bus et vous savez que si votre bus il a plus de 5 minutes de retard, vous serez en retard à votre cinéma. Vous allez vous intéresser à l'événement, par exemple à la collection qui serait... je vais pas appeler ça... je vais appeler ça... je sais pas comment l'appeler. Donc vous pourrez dire être en retard, ce serait que le temps d'attente appartienne à 5 plus l'infini. Si votre bus il a plus que 5 minutes de retard, alors vous êtes vous-même en retard. Vous voyez l'idée? Donc ça vous intéresse pas d'attendre 6 minutes et 38 centièmes de seconde. C'est pas ça qui est intéressant, c'est attendre plus que 5 minutes. Alors vous pourriez vous dire, dans l'expérience Oméga 8, je l'ai. Il y aura une température sous zéro, c'est température appartient à moins 273,15 0. Etc. Etc. Suivez? Donc, ça nous amène à la définition suivante, qui est en fait celle qui va nous intéresser. Les petits oméga en tant que tels ne nous intéressent pas tellement. Ce qui nous intéresse, ce sont les événements. On appelle un sous-ensemble A de oméga. Donc on prend A qui est inclus à oméga. Donc ça, pour beaucoup d'entre vous, ça va causer pas mal de confusion. C'est normal. Inclus, c'est pas la même chose qu'appartient. Inclus, c'est une collection d'éléments de oméga. Donc on appelle un sous-ensemble A de oméga un événement.
on dit que l'événement A a lieu si quoi? Ben, quand est-ce que l'événement A a lieu? Quand est-ce que je suis en retard? Ben, je suis en retard si mon petit oméga, il est dans cet espace-ci. Quand est-ce qu'il gèle? Ben, il gèle quand mon petit oméga, il est ici dedans. Quand est-ce que mon entreprise d'assurance est ruinée? Ben, lorsque l'accident coûte plus que 1 milliard. L'événement A a lieu si l'issue tirée, donc si l'issue, le petit oméga, appartient à A. C'est-à-dire si le petit oméga qu'on tire appartient à A. Tout le monde suit? Vous êtes en train de vous dire que ça n'escalade. This does not escalate so quickly. Ne vous inquiétez pas, l'exemple suivant va vous montrer que si. Dernière chose dans cette définition, extrêmement important comme notation pour moi. On note P de A, pas P de oméga, pas P de A, P de oméga, l'ensemble des parties de oméga. Donc si vous avez oméga, l'ensemble des parties de oméga, c'est l'ensemble qui contient tous les sous-ensembles de oméga. Très important, cette notation va revenir tout le temps. Donc l'ensemble des parties de oméga. Je vais peut-être la mettre en vert parce que celle-là, je vais l'utiliser tout le temps. Donc c'est un P calligraphié avec toute l'incompétence que j'ai pour calligraphier des choses. Donc peut-être avant de faire mon exemple le plus compliqué, donc exemple 1.7, je vais... Ok, il faut que je fasse attention à mes notations parce que je vais changer de notation après. Donc si je reprends oméga 1, c'était donc... je vais le reprendre... C'est l'avantage d'avoir un iPad, c'est que je peux simplement copier-coller. Donc si mon oméga c'est ça. On va juste le faire pour celui-ci. Quelles sont toutes les parties de oméga 1? On va pas toutes les faire parce que c'est trop long. Mais on peut quand même en faire quelques-uns. Donc l'ensemble de toutes les parties de oméga, c'est l'ensemble. Je mets une grosse accolade ici. C'est l'ensemble qui contient tous les sous-ensembles. Donc là, on est dans de la matière que vous avez dû faire en primaire, je crois. Parce que c'est du vocabulaire qui va vous revenir, c'est les singletons et ces trucs-là. Je crois que c'est de la primaire. Donc quels sont les sous-ensembles? Bah, il y a tous les singletons. Ok. Il y a aussi toutes les paires. Je vais peut-être mettre en gris ce que j'ai. Donc ici, ce sont les singletons. Ici, ce sont toutes les paires. Il y a tous les triplets, tous les quadruplets, tous les quintuplets, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis les sextuplets. Suivez ça? J'en ai oublié un. Est-ce que quelqu'un voit celui que j'ai oublié? Oui, merci Mina, exactement. Disons par convention, pour l'instant, on rajoute aussi l'ensemble vide. Qu'on va toujours... je vais rajouter une grosse accolade après. Qu'on va toujours rajouter. Donc voilà. Donc vous voyez que si on a un ensemble à 6 éléments, bah, il y a beaucoup de sous-ensembles. Si l'ordre n'a pas d'importance? Non, ici l'ordre, on retient juste toutes les issues possibles. Et en fait, chacun de ces trucs-là est une réponse à une question. C'est un événement. Est-ce que ma personne vote à droite? Bah, voter à droite, ce sera plutôt MR défi. Donc la question c'est est-ce que ma personne va voter pour MR ou défi? Donc ce sera la paire MR défi. Est-ce que ma personne vote au centre? Va voter au centre, c'est plutôt CDH. Donc ce sera le singleton CDH. Est-ce que ma personne vote à gauche? Je vais assimiler écolo à la gauche, donc ça fera PS, PTB, écolo. Donc ce sera le triplet PS, PTB, écolo. Est-ce que ma personne vote... Enfin voilà, je vais arrêter là. Vous voyez l'idée, quoi. Oui?
Petite question à laquelle je ne vais pas répondre tout de suite, c'est combien combien y a-t-il d'éléments dans l'ensemble des parties d'un ensemble oméga? Ici, oméga vaut 6, donc il y a 6 éléments ici. Il y a combien d'éléments dans l'ensemble des parties? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Ah, bah si, j'ai mal compris ta question. Oui, donc Kylian, merci, je crois que tu complètes ma question. Euh, Effectivement, et dans l'ensemble, il y a pas d'ordre, non, il n'y a pas de... Enfin, je peux en créer un, mais a priori, il n'y en a pas. Euh, Exactement, Kylian. Je mets des accolades pour bien marquer que l'ordre n'a pas d'importance. Et Lucas, je suis d'accord avec toi. Il y a 2 puissance 6 éléments dans l'ensemble des parties d'un ensemble. Enfin, l'ensemble des parties d'un ensemble à 6 éléments contient 2 puissance 6 éléments. Alors attention, attention. A inclus à oméga, ça implique que A appartient, donc attention un petit peu de vocabulaire, de notation, appartient à l'ensemble des parties de oméga. Pas confondre inclus et appartient. D'accord? C'est une bêtise, mais voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Alors, fin de mon exemple. Le langage mathématique que vous commencez à maîtriser. Alors, pour l'instant, tous mes exemples, mes 8 exemples, là, ils sont... Lucas, je te laisse chercher, on répondra à ça au chapitre 2. D'accord? C'est une question pas inintéressante. On fera deux, même trois preuves différentes de ce résultat-là. Alors, le langage mathématique. Donc, pour l'instant, mes 8 exemples sont triviaux. Ce sont des exemples idiots. Mais le langage mathématique que vous commencez à maîtriser est en fait indispensable pour exprimer des événements complexes. Et je vais faire un exemple. Donc exemple, je suis à quoi alors? Je suis à 1.8. On lance un dé 10 fois. Ah pardon, Simone. Oui, donc Kylian, c'est exactement ça, c'est 2 puissance n, où n est le nombre d'éléments dans l'ensemble oméga. Simone, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je sais pas si c'est une question ou si c'est une affirmation. On laisse tomber? Je laisse tomber, ok. Donc, mon exemple 1.8, on lance un dé 10 fois, et la somme des résultats vaut 40. Alors, l'événement A a lieu, avec A qui est quoi? Bah, A, c'est l'ensemble des oméga qui valent quoi? Bah, qui valent x1 jusqu'à x10, qui appartiennent à 1, 2 jusqu'à 6 à la puissance 10, telle que la somme des xi vaut 40. Tout le monde voit ça? Donc ici, on a exprimé mathématiquement, de façon totalement claire et transparente, les caractéristiques de cette expérience qu'on a exprimée ici en termes de langage courant. Il sera hyper pratique de traduire du langage courant en langage mathématique, parce qu'ici, maintenant qu'on a ceci, on pourra énumérer, on pourra... enfin, on pourra faire des maths là-dessus. Alors, fin de mon exemple. Section 1.2, événements et opérations ensemblistes.
Ça va, vous suivez toujours? Vous dormez pas, en tout cas les 6 qui sont là ne dorment pas. Alors, les opérations ensemblistes que vous connaissez, donc l'union, l'intersection, le complémentaire, associées aux opérations logiques correspondantes, sont la base du langage probabiliste. Pour rappel, donc là je crois que en principe tout le monde connaît ceci. Donc définition 1.8. Je vais mettre plutôt ça comme ceci. Définition 1.8. Non, 1.9. 1.9. Rappel. Si A et B sont associés, non, sont des événements d'un même univers oméga. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en bon langage matheux, c'est si A et B appartiennent tous les deux aux parties de oméga. Ok. Alors, je suis pas sûr que ce soit utile, mais je vais quand même le faire. A inter B, c'est l'ensemble des oméga dans oméga, tel que oméga appartiennent à A et oméga appartiennent à B. Donc c'est ça que je voulais dire par opération logique correspondante. L'intersection, c'est le et. A union B, c'est l'ensemble des oméga dans oméga, tel que oméga appartient à A ou oméga appartient à B. Je vais peut-être faire un petit dessin. Ouais, voilà. Donc je fais un petit dessin. Si j'ai A qui est ici, et si j'ai B qui est ici, je ferai le dessin après. Donc A union B, bah, c'est le OU et c'est le OU inclusif. Le OU exclusif, on n'utilise jamais, donc je ne vais pas le rappeler. Enfin, moi, je ne l'utilise jamais, en tout cas. Le complémentaire aussi, ça c'est facile. Je ne sais pas comment vous le notiez. Donc moi, je vais, en fait, je crois que je vais systématiquement le noter avec un petit C au-dessus. Mais certains à l'école ont peut-être vu ça avec une barre au-dessus. Je sais pas. Mais alors, ça devient embarrassant parce que en topologie, je ne sais pas si vous avez déjà eu des cours de topologie, mais en topologie, c'est l'adhérence. Et donc, ça devient un peu. En son dos, on l'utilise avec un C. Avec un C aussi. Ouais, Ouais. c'est bien avec un C. Moi, voilà, vous pouvez aussi utiliser une barre, mais je trouve ça pas trop pratique, parce que la barre signifie plein d'autres choses. Donc le complémentaire, bah, vous savez ce que c'est aussi. C'est l'ensemble des oméga qui sont dans A, tel que oméga, pardon, l'ensemble des oméga qui sont dans grand oméga, tel que oméga n'appartient pas à A. Et donc c'est quelque part, c'est le non. C'est le non A. Et le dernier que j'ai envie de voir avec vous, c'est celui-ci. Donc ça c'est A moins B, mais en termes d'opération ensembliste. Donc c'est je sais pas comment on dit en français, set minus en anglais. Donc c'est quoi? C'est l'ensemble des oméga qui sont dans oméga, tel que oméga appartient à A et oméga n'appartient pas à B. Et quelqu'un a une idée de comment on écrit ça en termes d'opérations, des opérations qui sont au-dessus? Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, vous ne pouvez pas les exprimer les uns à partir des autres, mais celui-ci, on peut l'exprimer à partir des trois ici. Quelqu'un a une idée? En attendant que vous trouviez, je vais faire des petits dessins. Donc, en fait, je vais gagner un petit peu de place.
Oui, Kylian, exactement. Sarah aussi. C'est A inter B complémentaire. J'ai sursauté. Je vais refaire mon dessin. Donc je prends deux patates A et B. Comme ceci. Tchac. Je reproduis 4 fois. Ça c'est A inter B. Ça c'est A union B. Mon dessin est pourri en fait. Ça va être oméga. Je suis en train de vous faire perdre votre temps parce que vous connaissez ceci évidemment. Voilà. En fait, on va faire ça. Voilà, je sais. Je sais. Ça, c'est A. A. Ça, c'est A dont je retire B. Donc, A inter B. A union B. A dont je retire B. Et le dernier, si ça c'est oméga et si ça c'est A, ça c'est A complémentaire. So far so good. Oui, pas de. Alors par extension, je vais peut-être d'abord faire un petit exemple. Donc exemple combien? Exemple 1.10. Partant de deux événements, les opérations ensemblistes donnent naissance à de nouveaux événements. Par exemple, si je prends mon expérience... si je reprends l'expérience oméga 4, c'était quoi oméga 4? C'était je lance... ouais, je vais prendre oméga 5, je lance un dé n fois et j'enregistre la somme des résultats. Donc je reprends mon expérience E5. Et je prends l'événement A qui serait... je prends l'expérience E5, je lance un dé n fois et je prends E5 avec n qui vaut, disons 10. Donc dans ce cas-ci, oméga 5, ce sera 50... Non, ce sera 10 jusqu'à 50. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Hein. Ce serait 10, 11 jusqu'à 50. Je pourrais regarder l'événement A qui serait 10 jusqu'à 20. Je pourrais regarder l'événement B qui serait 15 jusqu'à 25. Donc si je prends A union B, voilà, j'ai tous les résultats entre 10 et 25. Si je prends A inter B, bah, j'ai que mon résultat est entre 15 et 25. 15 et 20, pardon. Si je prends A dont je retire B, j'aurai quoi? Bah, j'aurai 10, 11, enfin 10 jusqu'à 15. Non, 10 jusqu'à 14, pardon. Et si je prends A complémentaire, j'aurai 21 jusqu'à 50. Je crois que je dis pas de bêtises. Ça va tout le monde ça? Donc chacun de ces trucs-là peut se traduire en français. Donc ici, ça c'est le résultat est plus grand ou égal à 21. Là, c'est le résultat est entre 10 et 14, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il est beaucoup plus efficace pour nous de travailler en maths que de travailler en français. Même si parfois, ce sera plus simple d'exprimer des événements en français qu'en maths. Alors, par extension, on définit
les opérations ensemblistes sur plus que 2 événements, par extension ou par récurrence, je ne sais pas ce qui est la meilleure expression. Donc définition 1.11. Donc soit n, un nombre dans n, donc je prends un nombre entier, je vais prendre n0, donc n0 c'est 1, 2, 3, jusqu'à l'infini, et soit a1, 3 petits points, jusqu'à an des éléments de p de oméga. Donc vous voyez, ça se complique déjà un petit peu, tout petit peu. Donc je prends un nombre entier quelconque, et je prends n événements associés à une même expérience. Excusez-moi, mais je chipote pour que ça donne bien dans le PDF après. Qu'est-ce qu'on fait? Bah alors, on définit, l'union de 1 à n des AI. Ce sera A1 en union avec A2 en union avec AN. Donc c'est l'ensemble des éléments qui sont soit dans A1, soit dans A2, etc. jusqu'à AN. On définit aussi l'intersection des AI. Donc ça, c'est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A1 et dans A2 et dans A3 jusqu'à AN. Et peut-être plus perturbant. Donc ça, évidemment, c'est facile. Je veux dire, on fait par récurrence. Vous avez un peu l'habitude. Vous avez déjà fait des démonstrations par récurrence, ce genre de choses. Ça vous dit des choses. Donc c'est dans ce monde-là. On travaille par récurrence. Si maintenant on a une suite d'événements, attention parce que ça va être, je crois que c'est le plus gros souci de ce premier chapitre, c'est la notion de suite d'événements. Donc on prend maintenant donc on prend pas un nombre fini d'éléments de l'ensemble des parties, on prend une suite d'événements des parties de oméga. Donc il n'y a pas de fin, c'est une suite. Vous voyez ce que c'est une suite? On définit. Attention parce que en fait ce qui est vraiment terrible, c'est qu'on va passer énormément de temps à regarder ceux-là qui sont ils sont clairement définis en fait, hein, mais ils sont bizarres parce que en fait c'est ce qu'on appelle les événements limites. Vous inquiétez pas, on fera ça mardi prochain. Aujourd'hui on est déjà quasiment au bout, donc je vais pas escalader tant que ça aujourd'hui. Ça va? Donc c'est quoi A1 inter A2 inter A3 jusqu'à inter infini? C'est l'ensemble des oméga. Donc je vais peut-être quand même les écrire proprement ceux-là. Voilà. Donc ça c'est quoi? Ça c'est l'ensemble des oméga dans oméga, tel que oméga appartient à AI pour au moins un I. Et celui-ci, c'est l'ensemble des oméga dans oméga, tel que oméga appartient à I pour tout I. Suivez toujours? Dans les gens qui sont sans caméra, vous êtes... Merci Ahmet. Ok. Alors, reprenons il me reste combien de temps? Allez, je fais encore 10 minutes et puis une dizaine de minutes puis j'arrête. En fait, c'est pas mal. Je vais arrêter avant que ça devienne compliqué. Enfin, avant que ça devienne vraiment compliqué. On va faire un exemple. Parce que maintenant qu'on a tout ça, donc on a des oméga. Les oméga que je vous ai donnés, je vous en ai donné une petite dizaine. Ce sont des exemples, mais soyons abstraits. Oméga, c'est une collection de petits oméga. Cette collection peut être gigantesque. Elle peut être infinie, indénombrable, etc. Dans ces oméga, on prend des collections d'événements. Ces événements, ce sont juste des éléments de l'ensemble des parties. Imaginez à quel point c'est grand. Si on a un ensemble à 6 éléments,
il y a combien de parties de 6 éléments? Il y en a 64. Si on a un ensemble à 1000 éléments, il y a combien d'éléments dans l'ensemble des parties d'un ensemble à 1000 éléments? Je vous laisse faire le calcul, c'est 2 puissance 1000. 2 puissance 1000, c'est ingérable. C'est ingérable. Avec tous ces événements, maintenant, on peut les unioniser, les intersynoxiser, on peut enfin, voilà, on peut faire tout ça. On peut même prendre des unions, dont on prend le complémentaire, qu'on unionise avec des intersections, voilà, tout ça. Et tout ça, on va vouloir travailler avec. Mais ça permet d'exprimer des événements compliqués. Regardez par exemple l'événement suivant, exemple 1.12. Exemple 1.12. On reprend un exemple compliqué. Donc on lance un dé 10 fois et on note le résultat. Oui, c'est ça. On lance un dé 10 fois, on retient l'ordre. Oui, Ahmed, ta calculatrice a vu flou. Exactement. Je peux peut-être. En fait, je vais essayer de vous donner la valeur. Mais je crois que je vais tuer votre. Je vais tuer la conversation. Je vais tuer le fil de conversation. Donc moi, j'utilise Mathematica. Mathematica sait gérer des nombres gigantesques. Je vais vous donner le lien pour Mathematica. Je vais pas oublier. Alors, ah non, ça va encore. C'est pas si grand. Donc 2 puissance 1000, c'est ça. C'est long, quoi. Alors, si on est avec les Belges, les Belges, il y a 10 millions de Belges, donc ça fait 2 puissance 1 million. Je vous le donne, celui-là? Allez, je vous le donne, celui-là. 2 puissance 1 million, attention. Non, il veut pas. Si, il veut. Non, il veut pas. Non, 2 puissance 1 million, il veut pas. Il me dit que je peux pas. Tant pis. Vous ne saurez jamais ce que vaut 2 puissance 1 million. Je viens de tuer ma conversation Teams. Voilà, voilà. Désolé, j'ai tué le Teams. Bon, on lance un dé 10 fois, on note le résultat. Mais quelle andouille. Vous m'entendez encore? Ok, parce que moi je vois plus rien dans la conversation de Teams. J'ai fait des bêtises. Donc on note le résultat. Alors ici le oméga correspondant, ce sera quoi? Ce sera 1 jusqu'à 6 à la puissance 10. Et on considère les événements. Attention, c'est ici que ça devient un tout petit peu compliqué. AI, c'est l'ensemble des oméga dans oméga, tel que oméga I divisé par 2 est égal à oméga I divisé par 2. Alors, qu'est-ce que je viens d'écrire? Quelqu'un a une idée de... Quelqu'un pourrait traduire ce que je viens d'écrire? Le plancher, c'est le. C'est pas justement l'entier le plus petit. C'est l'entier le plus grand. C'est pas le plafond, l'entier le plus grand? Non, le plafond, c'est l'entier le plus petit plus grand. Le plancher, c'est l'entier le plus grand plus petit. Ok. Le plafond de pi, c'est 4. Le plancher de pi, c'est 3. Ok. Et donc, qu'est-ce que je viens d'écrire ici? CAI, c'est quoi? Pardon, j'ai oublié un détail. J'ai mal écrit mon truc. Ça, je fais ça souvent, donc vous devez être hyper attentif quand j'écris, parce que j'écris tout le temps de la merde, en fait. Donc, oméga 1 jusqu'à... oui, j'ai écrit des bêtises. Donc, j'ai mal exprimé, excusez-moi. Donc, c'est l'ensemble des oméga qui sont x1 jusqu'à x10. Voilà. Et ce ne sera pas oméga i qui vaut... C'est ceci. Voilà. Ça, c'est quoi que je viens d'écrire? Donc, c'est l'ensemble des oméga qui correspondent à ce truc-là. Ces trucs-là, c'est quoi? C'est 10 lancés. Donc, lui, c'est quelque part entre 1 et 6. Le deuxième, c'est quelque part entre 1 et 6. Le IM, c'est quelque chose entre 1 et 6. Le dixième, c'est entre
Non, pas pour tout i, mais donc Lucas, tu y es, c'est ça? C'est donc ici, il me manque encore un dernier truc, c'est que i appartient à 1 jusqu'à 10, et je crois qu'on est bon. Cet événement-ci, c'est l'événement qui correspond à le IM lancé est pair. Vous voyez ça? Donc en français, bah, A3 par exemple, c'est, j'espère que je ne me suis pas trompé, hein, le troisième lancé est pair. Oui? Tout le monde est OK avec ça? Donc Simone, ce que j'ai écrit ici, quand est-ce qu'un nombre est égal, quand est-ce que la moitié d'un nombre est égale à la moitié du plancher? Bah, le plancher de, la moitié de 4, c'est 2. Le plancher de 2, c'est 2. La moitié de 5, c'est 2,5. Le plancher de 2,5, c'est 2. Donc la moitié du, pardon, le plancher de la moitié d'un nombre impair ne sera pas égal au plancher, à ce nombre. Je recommence. Enfin, j'espère que tu as compris parce que je dis n'importe quoi là. Tu prends 5 divisé par 2, bah, ça te donne pas un nombre entier, donc son plancher c'est pas égal à lui-même. Tu prends 6 divisé par 2, ou 4 divisé par 2, ou 2 divisé par 2, la moitié c'est. Et donc c'est un test, ce truc-ci c'est un test de parité. Si c'est égal, alors c'est pair, si c'est pas égal, alors c'est impair. Et donc ici, c'est regarder la ième entrée de cette liste, et c'est de dire bah, la ième entrée est pair. Donc A3, c'est le troisième lancé est pair. A5, c'est le cinquième lancé est pair. Et ainsi de suite. Oui? Suivez? Alors, on va bientôt terminer. En fait, je vais bientôt arrêter ici. Je vais bientôt arrêter. Juste vous donner quelques exemples. Avec ceci, donc je reste dans mon exemple ici. Si je prends ça, et je vais commencer par plus simple. Si je prends celui-ci, ça c'est quel événement en français? Donc c'est A1 et A2 et A3 et A4 jusqu'à et A10. Oui, et donc en français ça donne quoi? Donc A1 c'est que le premier résultat est pair. Tous les résultats doivent être pairs. Je sais pas qui parle, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est tous les résultats sont pairs. Alors, allez, j'en fais encore un facile. Enfin, facile. J'en fais encore un pas trop compliqué. L'union des AI. Oui, Yasmine, le test de parité fonctionne aussi avec le plafond, ça change rien. Tout à fait. Et il y a moyen d'écrire ça différemment aussi, hein, mon test de parité. L'union des AI, c'est quoi? Au moins un des résultats est pair. Parfait. Au moins un des résultats est pair. Alors attention. Si je prends l'intersection de 1 à 10 des AI complémentaires. Aucun des résultats est pair. Non. Ah, c'est là que ça devient compliqué. Hein. Il y a mon chien qui vient me rendre visite. Bonjour. Hop. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Il y a mon chien qui dit bonjour. C'est ce qui me permet d'asseoir ma virilité dans mon quartier. Les cas, oui. Ensemble qui exclut tous les couples, enfin c'est pas des couples, mais enfin, là où tous les résultats sont pairs. Non. Non. Tous les résultats ne sont pas pairs. Oui, je crois que je suis d'accord avec la dernière fois. Peut-être que c'est ce que tu as dit, Myriam. Je suis désolé si j'ai pas bien compris. Donc pour moi, mais peut-être que j'ai une bêtise, c'est l'ensemble des résultats tels que il y a au moins un résultat qui est impair. C'est le contraire de l'événement tous les résultats sont pairs. Quand est-ce qu'on n'a pas que tous les résultats sont pairs? C'est quand il y en a au moins un qui n'est pas pair. Donc impair. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Et comment est-ce qu'on pourrait réécrire ceci en termes de notation ensembliste? Exactement, Kylian. Les pourtours deviennent les exist deviennent des pourtours. Comment est-ce que je pourrais écrire ceci en termes d'union de trucs?
Quelqu'un a une idée? Donc au moins un des résultats est impair. Je vais peut-être écrire ça un petit peu plus proprement. Oups, pardon. Exactement, Lucas. Ceci, c'est quoi? C'est l'union, pour i qui va de 1 à 10, des AI complémentaires. Vous voyez ça? Et si jamais je prenais... Allez, j'arrête après. Après, promis, j'avais... Oui, voilà, c'est la fin. C'est la fin du cours. Si je prenais ceci... Non, je vous en fais un petit dernier pour la route, vraiment rigolo. Enfin, rigolo. Je prends B... Attention, c'est atroce ce que je vais faire là. C'est juste atroce. BJ, c'est l'union pour I qui va de 1 à J des AJ. Et CJ, c'est l'intersection pour I qui va de 1 à J des AI. L'erreur de débutant ici. C'est quoi BJ? Donc B1, c'est un des résultats, B1, c'est le premier résultat est pair. B2, c'est l'un des deux premiers résultats est pair. B3, c'est l'un des trois premiers résultats est pair, et ainsi de suite. Ok? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur BJ? Est-ce que BJ contient ou est-ce qu'il est inclus à BJ plus 1? Qu'est-ce que vous diriez? Inclus. Inclus, je crois que je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on appelle une suite, je termine là-dessus, j'avais promis, c'est donc une suite croissante. Ici, ça sera l'inverse. CJ, C4, c'est le premier et le deuxième et le troisième et le quatrième doivent être pairs. Et donc ici, c'est une suite décroissante. Et donc, vous voyez l'étape suivante, c'est de dire, en fait, au lieu de s'arrêter à lancer 10 fois, on lance infiniment souvent. Et si on lance infiniment, qu'est-ce qui se passe? On a une suite croissante. Vous avez vu en analyse que les suites croissantes, monotones, bornées, convergeaient. Ça va donner une notion de limite de suite d'événements. Mais je suggère qu'on arrête là pour aujourd'hui. Je crois que c'est bien. Je crois que j'ai assez parlé. Donc la semaine prochaine, on se voit mardi de 4 à 6 et on reprendra donc je vais mettre ces notes-ci en ligne, je vais mettre la vidéo en ligne, j'essaierai de ne pas oublier, et on reprendra pile ici la semaine prochaine. Je reprendrai avec cet exemple-là. Ça va? Donc si d'ici là vous avez des questions, n'hésitez pas à me... Je vais arrêter l'enregistrement, tiens.